Propriétaire d'une épicerie et d'un terrain de camping pour caravane, Angelo Agostinelli est un homme heureux. Il vit avec Gina, sa femme, depuis 12 mois. Mais un matin, au réveil, Gina découvre que son mari a disparu. Il y avait une part de vérité dans ce qu'il disait. On pensait que seulement 2 personnes étaient impliquées. Puis une 3e personne est arrivée et maintenant une 4e. Je lui ai expliqué que ce qu'elle venait de me dire mettait sérieusement en doute son histoire. Ça allait trop loin pour lui. Il lui a dit qu'il arrivait à tenir le coup en faisant du yoga. On a retrouvé une importante quantité de sang. Mais les rumeurs continuaient de manière plutôt insistante. À notre grande surprise, l'affaire prenait encore un nouveau tournant. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour une nouvelle émission inédite des Enquêtes Impossibles. L'histoire au menu d'aujourd'hui est littéralement hallucinante. Elle démarre avec la disparition d'Angelo Agostinelli, un épicier d'une trentaine d'années, et finit par bouleverser toute la communauté de la petite ville de Millicent en Australie méridionale. Infidélité, soupçons, complot et machination sont au rendez-vous de cette affaire qui s'amplifie comme un cauchemar. Enquêteurs, criminologistes et experts scientifiques parviendront-ils à percer les secrets qui plombent et endeuillent la bourgade? J'étais au commissariat de Millicent quand j'ai reçu un appel de Gina Agostinelli du camping Lakeside. Elle tient l'épicerie qui se trouve en fait à l'angle de chez moi. Elle m'a dit que son mari avait disparu. Elle m'a dit qu'Angelo avait disparu depuis une semaine, qu'ils s'étaient disputés et qu'elle lui avait dit de s'en aller. J'étais un peu inquiet qu'il soit parti une semaine, mais elle m'a dit que ce n'était pas inhabituel. Il était déjà allé quelques jours en février à Adélaïde pour voir ses amis et sa famille après une autre dispute. Elle n'avait pas eu de ses nouvelles pendant 2 ou 3 jours et là, elle pensait que c'était la même chose. Je pensais que c'était un couple heureux. Ils étaient toujours ensemble. Elle s'asseyait sur ses genoux et ils avaient l'air vraiment tendres l'un envers l'autre. Le couple est marié depuis 5 ans. Gina a 2 enfants d'un précédent mariage. Je me suis dit qu'Angelo et Gina avaient eu une petite querelle d'amoureux, quelque chose comme ça, et qu'ils avaient seulement décidé de partir quelques jours pour se changer les idées. La famille nous avait dit qu'il était déjà parti une fois et qu'il était venu jusqu'à Adélaïde pour les voir, donc ça ne les surprenait pas tellement. Mais cette fois, Angelo n'a rien emporté avec lui. Il a juste pris son téléphone, il a appelé quelqu'un. Gina ne savait pas qui c'était et il a dit « Rejoins-moi ». Puis il est sorti de la caravane. Et elle m'a dit qu'Angelo n'avait pris ni sa voiture ni son téléphone. Ensuite, elle a remarqué qu'il manquait 3 200 € dans le coffre. Mais elle ne croyait pas qu'il les avait pris ce soir-là parce que le coffre était dans la caravane et elle l'aurait entendu prendre l'argent et partir. Donc cet argent manquant pouvait dire 2 choses. Soit il avait prévu à l'avance de partir, soit il était revenu à un moment sans faire de bruit et avait pris l'argent. Dans la petite ville de Millicent, les rumeurs se répandent très vite au sujet de la disparition d'Angelo. La plupart des habitants ont une idée bien précise en tête. Angelo a une liaison. Gina avait entendu des rumeurs en ville qui disaient qu'Angelo avait une liaison avec une femme de Tantanola. Étant donné que je connaissais cette femme, parce qu'elle avait eu des problèmes de santé et qu'elle avait eu pas mal de partenaires différents auparavant, je n'étais pas très surpris qu'Angelo puisse être allé chez elle. L'une des premières choses à faire était d'aller à Tantanola et vérifier si quelqu'un l'avait vu à cette adresse. J'ai frappé à la porte, j'ai regardé autour de la maison, mais il n'y avait personne. J'ai parlé à des voisins qui m'ont dit que la dernière fois qu'ils avaient vu cette femme, c'était la semaine précédente. C'était très intéressant parce que ça correspondait au moment où Angelo avait disparu.
J'étais sûr que le mari était seulement parti parce qu'il s'était disputé. Je m'attendais à ce qu'il revienne, ou du moins à ce qu'on le retrouve assez rapidement et que le dossier ne reste pas en suspens, comme la plupart des cas de personnes disparues. 3 jours après le début de l'enquête, Agostinelli et la mystérieuse femme de Tantanolla n'ont toujours pas réapparu. Ont-ils entrepris une escapade amoureuse? La disparition des 3200 € du coffre de la caravane pourrait le laisser penser. Un détail cependant contrarie cette hypothèse et intrigue les policiers. Angelo n'est pas parti avec sa voiture. Et sa voiture, c'est son bien le plus précieux. Je pensais qu'il aurait pu aller chez l'autre femme, mais mon frère ne serait jamais allé nulle part sans sa voiture. Il adorait sa voiture et il adorait conduire. Il ne laissait personne la prendre. J'ai posé à la famille les questions habituelles. Est-ce qu'il jouait? Était-il impliqué dans un trafic de drogue? Avait-il des tendances suicidaires? La police m'a demandé si Angelo était suicidaire ou dépressif. Et j'ai dit non, c'était pas son genre. Mon frère n'a jamais joué, ni pris de drogue. Gina a dit qu'il était un peu stressé par le travail et bien sûr par leur dispute, mais rien ne laissait penser qu'il aurait pu se suicider. La famille décide de faire paraître une annonce dans le journal local. Mais une fois de plus, l'homme de 33 ans ne se manifeste pas. Cette fois, je commençais à penser qu'il y avait seulement 3 scénarios possibles, parce que ça commençait à faire un moment qu'il avait disparu. 1, il est parti avec l'autre femme ou la fameuse personne à qui il a dit « rejoins-moi ». 2, il s'est suicidé, ce qui est très improbable. Et 3, il s'agit d'un meurtre. Ça ne fait rien si tu ne m'appelles pas moi, mais je t'en prie, contacte quelqu'un, qu'on sache où tu es. Angelo Agostinelli a disparu depuis presque 2 semaines. La dernière fois que sa femme l'a vu, ils se sont disputés. Selon les rumeurs, il serait parti avec une autre femme. La police vient justement de la retrouver. On a interpellé cette femme, parlé avec elle, et elle nous a dit qu'elle n'avait pas de relation avec lui. Elle a dit qu'elle était allée au camping plusieurs fois et qu'elle avait parlé à Angelo, mais qu'il n'y avait rien du tout entre eux. Maintenant, un autre bruit court dans la ville. Millicent est une ville intéressante où quasiment tout le monde se connaît et je crois que c'était un des problèmes dans cette affaire. Une rumeur a commencé à circuler selon laquelle Gina avait une liaison avec Gary Lewis. Gary Lewis est le boucher de la ville et il a vécu au camping pendant 6 mois. Gina niait avoir la moindre liaison avec un dénommé Gary. Elle disait que sa relation avec Angelo était une relation saine, que c'était un mari aimant et qu'ils avaient des disputes de couple comme tout le monde. Ils se disputaient pour de petites choses qui se passaient dans leur quartier de temps en temps. On devait absolument parler à Gary le plus tôt possible. Il a nié être engagé dans une relation, quelle qu'elle soit. Il s'entendait très bien avec Angelo et Gina. Il jouait même régulièrement aux cartes avec eux. Il se décrivait comme un bon ami. Il se promenait le soir avec Gina de temps en temps, mais rien de plus. Je sentais que Gina et Gary avaient une liaison. Mais j'étais toujours persuadé qu'il y avait de grandes chances pour qu'on retrouve Angelo, parce qu'il avait déjà quitté la maison une fois et qu'il était revenu. Et la rumeur persiste toujours qu'Angelo se trouve avec la femme habitant Tantanolla. On croyait la jeune femme quand elle disait ne pas avoir de liaison avec lui, mais les rumeurs continuaient de manière plutôt insistante. Alors on a laissé des patrouilles pour garder un œil sur sa maison et regarder par les fenêtres pour vérifier qu'Angelo n'était pas là. Dans la ville de Millicent, où tout le monde se connaît, les rumeurs s'amplifient. Angelo s'est-il caché quelque part pour vivre à l'abri une passion amoureuse? Gina entretient-elle une liaison secrète avec Gary Lewis, le boucher, ami du couple? Bientôt, un nouveau commérage commence à circuler. Le jour de la disparition de son mari, Gina s'est sévèrement coupée au bras avec la trancheuse à viande de l'épicerie. On devait découvrir ce qui s'était passé et pourquoi Gina nous l'avait caché.
Gina m'a expliqué qu'elle ne s'était pas coupé le bras sur la trancheuse à viande comme elle l'avait raconté à tout le monde. En fait, elle s'était disputée avec Angelo le soir de sa disparition et pendant la dispute, elle avait levé le bras vers lui en pointant son doigt. Lui avait pris un couteau sur le plan de travail, bougé son bras vers elle et c'est en faisant ce geste qu'il l'avait coupé accidentellement. Elle a enveloppé son bras dans une serviette verte et ensuite, elle est allée à la caravane de Gary pour lui demander de la conduire à l'hôpital pour faire soigner sa blessure. Gina nous a expliqué qu'elle ne nous l'avait pas dit avant parce qu'elle ne voulait pas qu'Angelo ou sa famille aient des problèmes. Je lui ai dit que ce qu'elle venait de me raconter mettait sérieusement en doute son histoire et qu'elle était d'une manière ou d'une autre impliquée dans la disparition d'Angelo ainsi que Gary. Elle l'a fortement nié et soutenu qu'elle disait la vérité. Grâce aux analyses médico-légales, la police espère découvrir rapidement la vérité. Gina était nerveuse, mais elle a voulu nous montrer son bras et la caravane. Il y avait des traces de sang sur le tapis à l'intérieur. On avait l'impression que la tache était assez ancienne. Elle n'avait pas l'air très récente. Et étant donné l'heure à laquelle ça s'était passé, il était peu probable que ce soit le sang de sa blessure au bras. Mais j'ai quand même fait un test qui a confirmé que c'était effectivement des traces de sang. Les enquêteurs découpent le tapis pour faire des analyses plus poussées, mais aucune autre trace de sang n'est retrouvée dans la caravane. C'était assez bizarre parce que lorsqu'on a vu la taille de la coupure, on s'attendait à ce qu'il y ait du sang partout, même sous le lino ou dans des endroits où on ne pense pas forcément à nettoyer. Ensuite, on est allé inspecter la voiture qu'Angelo aimait tellement. C'était sa fierté, son bonheur. C'était une 4 roues motrice avec un haillon rabattable. Et sur le haillon, j'ai vu des taches qui ressemblaient à du sang. J'ai refait un test qui a confirmé qu'il s'agissait de légères traces de sang. Mais ce n'était pas suffisant pour saisir le véhicule pour le moment. Donc on a juste refermé la voiture et rendu les clés. La fois d'après, quand Gina m'a téléphoné, elle était assez énervée. Elle m'a même demandé de dire aux enquêteurs de la laisser tranquille parce qu'ils s'en prenaient à elle, qu'ils pensaient qu'elle était impliquée dans la disparition d'Angelo. Elle me répétait sans cesse qu'ils devaient chercher au bon endroit. Je lui ai demandé c'est quoi le bon endroit et elle a juste continué à dire le bon endroit. Elle ne m'a rien dit de plus. Les enquêteurs continuent de surveiller la maison et la femme de Tantanola, mais ils cherchent également ailleurs. Angelo Agostinelli, 33 ans, a disparu depuis plus de 2 semaines. Il a été vu pour la dernière fois à Millicent au camping Lakeside où il vit et dont il est le propriétaire. Même si de nombreuses rumeurs circulent à propos de l'endroit où il se trouve, il n'a pas pris contact avec sa famille. Aujourd'hui, la police a entrepris des recherches dans la zone située autour du lac, mais elle n'a rien trouvé. Les enquêteurs traitent toujours l'affaire comme un cas de disparition. Pour l'instant, oui, mais on est assez préoccupé pour sa sécurité. Mais quand la police scientifique retourne examiner plus attentivement la voiture d'Angelo, les enquêteurs pensent tout de suite qu'en réalité, c'est une affaire de meurtre. J'ai eu un pincement au cœur en me disant que j'aurais dû saisir le véhicule. Je me suis tout de suite dit que j'avais fait une erreur. Tandis que les policiers essaient de faire le tri entre rumeurs et faits avérés, la thèse de la fugue amoureuse d'Angelo cède peu à peu le pas sur celle de l'homicide. Sa femme et son amant sont-ils impliqués? Pourquoi, par exemple, Gina a-t-elle caché aux enquêteurs que son mari l'avait gravement blessé au bras le soir de sa disparition? Et qui, d'autre part, a nettoyé précipitamment la tache de sang repérée à l'arrière du véhicule tout-terrain par le commissaire Filarghi? On aurait dit qu'elle avait un peu disparu. Et je me suis dit, mince, 2 jours plus tard, c'est incroyable. Donc j'ai eu un pincement au cœur en me disant que j'aurais dû saisir le véhicule. Je me suis tout de suite dit que j'avais fait une erreur. Mais avec le recul, ce n'était probablement pas une mauvaise chose, parce qu'en fait, ça a incité quelqu'un à nettoyer la tache pour qu'on ne la retrouve pas. Et quand on a regardé une seconde fois le véhicule, on a découvert du sang derrière la poignée de porte du haillon.
Cela prouvait que le véhicule avait probablement été utilisé pour transporter une personne qui saignait. À ce moment-là, je ne savais pas à qui appartenait le sang ni pourquoi il y en avait dans la voiture. J'en ai parlé à Gina et je lui ai demandé où elle s'était assise dans la voiture quand elle s'était blessé le bras. Elle m'a dit qu'elle était assise devant et qu'elle ne savait pas pourquoi il y avait du sang à l'arrière ou sur le haillon dans la voiture. Le lendemain, un homme habitant l'une des caravanes voisines fournit une explication. Henry Miller nous a raconté qu'un jour, Angelo réparait les fenêtres d'une des caravanes à côté de sa voiture et qu'il s'était coupé avec la perceuse. Je suis revenu, j'ai examiné la caravane qu'Angelo avait prétendument réparée et j'ai pris des photos. J'ai vérifié la fenêtre où il avait utilisé la perceuse pour mettre un rivet. Il n'y avait aucune trace de sang sur la caravane. J'ai bien vérifié. J'essayais soit de confirmer, soit de contredire la version d'Henry Miller. La police scientifique démonte complètement la voiture d'Angelo pour l'examiner. On a retiré l'habillage du haillon et à l'intérieur, sur le mécanisme de fermeture qu'on ne peut pas voir en temps normal, on a découvert environ 10 cm3 ou 10 ml de sang, ce qui représente une importante quantité de sang. Bien loin de la quantité décrite par Henry Miller. On a demandé à Henry combien il avait perdu de sang. Il a dit qu'Angelo avait arrêté le saignement avec un pansement, si je me souviens bien. Donc ce n'était pas cohérent avec la quantité de sang qu'on avait retrouvé dans le haillon. On pense que le sang s'est infiltré par la vitre du haillon à l'intérieur de la serrure. Et la personne qui a nettoyé la vitre n'a évidemment pas démonté le haillon. On a donc retrouvé le sang dans le mécanisme de fermeture, ce qui était une découverte capitale. Ce qui était intéressant, c'est qu'Henry avait été incité par Gina à se souvenir de cette histoire et à la raconter. Ce qui nous laissait penser encore une fois que c'était une histoire inventée pour masquer la vérité. Les enquêteurs envoient à Adélaïde les échantillons de sang prélevés dans la voiture, ainsi que des échantillons du sang de la famille d'Angelo pour faire un test ADN. La police voulait faire le test ADN pour savoir si c'était le sang d'Angelo ou de quelqu'un d'autre à l'arrière de la voiture. Les enquêteurs de la brigade criminelle se rendent aussi à Adélaïde pour faire avancer l'enquête. À ce moment-là, on avait le mauvais pressentiment que la disparition d'Angelo était une affaire criminelle. Mais on ne pouvait pas être sûr à 100% qu'il n'était pas parti avec une autre femme. Les rumeurs allaient toujours bon train à ce sujet dans la ville, donc il était aussi possible qu'il soit en vie, caché quelque part. Pour tenter de découvrir si Angelo se cachait quelque part ou si c'était une affaire de meurtre, ses proches ont fait une déclaration devant les médias. Gina, tout d'abord, qu'avez-vous envie de dire à Angelo? Angelo, où que tu sois, quoi qu'il se soit passé, je t'en prie, reviens. C'est pas grave si tu ne m'appelles pas moi, mais s'il te plaît, appelle quelqu'un pour nous dire où tu es. Je t'en supplie. On a assez de soucis comme ça en ce moment. Je t'en prie, contacte quelqu'un, s'il te plaît. Eda, que voulez-vous dire à Angelo? Je voudrais dire à Angelo qu'il nous manque vraiment et que ça ne lui ressemble pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas l'un de nous? Ce qu'il a fait n'a aucune importance. On s'en fiche. On fait tous des erreurs dans la vie et la vie doit continuer. On peut l'aider et on est là pour l'aider, quoi qu'il arrive. Je suis retourné avec ma famille à Millicent, au camping. Avec ma sœur, on a fait passer un message à la télé, en pensant qu'Angelo le verrait et qu'il appellerait la famille ou quelqu'un, ou même que quelqu'un qui l'aurait vu appellerait la police. Gina, y avait-il une raison qu'Angelo parte? Non, aucune. Je dois dire que Gina était très convaincante. Elle était très émue. Elle avait vraiment l'air d'avoir besoin de lui. Si nos soupçons étaient justifiés, alors c'était vraiment une grande manipulatrice et une très bonne actrice. Peu de temps après,
Les résultats des tests ADN arrivent. Le sang retrouvé dans la voiture est effectivement celui d'Angelo Agostinelli. Bien que l'appel télévisé de Gina soit pathétique, les policiers ne sont pas convaincus de sa sincérité. C'est pourquoi ils décident de mettre sur écoute sa ligne téléphonique ainsi que celle de Gary. Ils espèrent que si le couple a comploté pour tuer Angelo et faire disparaître son corps, il échangera des informations compromettantes. Mais les conversations qu'ils enregistrent sont d'une nature totalement imprévue. C'est pas grave si tu ne m'appelles pas moi, mais s'il te plaît, appelle quelqu'un pour nous dire où tu es. Je t'en supplie. La police pense que Gina Agostinelli est responsable de la disparition et probablement du meurtre de son mari Angelo. Gary Lewis, son amant présumé, serait son complice. Mais après la mise sur écoute de leur caravane, un nouveau suspect apparaît. On ne pensait pas du tout qu'il pouvait y avoir d'autres personnes impliquées dans la disparition, en plus de Gina et Gary. Puis on a entendu ce qu'a dit une des voisines. Il était évident qu'il y avait au moins une troisième personne impliquée dans cette affaire et qu'elle savait beaucoup de choses. Cette personne s'appelle Helen Miller. C'est une bonne amie de Gina et elle explique à la police que c'est elle qui a lavé la serviette dont s'est servie Gina le soir, où elle a été blessée au bras. Helen est la femme d'Henry Miller, l'homme qui a raconté à la police le soi-disant accident d'Angelo avec la perceuse. Les caravanes étaient sur écoute tous les jours. Et on sait qu'Hélène est allée chez Gary et qu'elle a dit quelque chose comme « Je ne sais pas comment je vais tenir le coup plus longtemps ». Et Gary lui a dit qu'il arrivait à tenir le coup en faisant du yoga. Pendant leur conversation, Gary et Helen n'ont pas donné plus de détails. Ils n'ont pas dit explicitement qu'ils s'étaient débarrassés d'Angelo. Mais vu le ton de la conversation, c'était évident qu'ils parlaient de ça. On devait absolument parler à Helen. Ils étaient en train de parler, donc on a décidé de laisser les appareils d'écoute plus longtemps pour en entendre un peu plus. On aurait pu en apprendre davantage, comme l'endroit où Angelo était enterré, si tel était le cas. Il était temps qu'on prenne en considération l'hypothèse qu'Angelo ait été mis dans la voiture et abandonné quelque part. Donc on a commencé à chercher dans le parc national de Canunda. Les enquêteurs n'ont retrouvé aucune trace d'Angelo Agostinelli malgré des recherches approfondies dans les zones broussailleuses de Millicent, au sud-est du pays. Il aurait quitté le camping Lakeside après une dispute. Vous avez des pistes ? Je peux confirmer que la nuit de la disparition d'Angelo Agostinelli, après leur dispute, sa femme a été soignée à l'hôpital de Millicent pour une entaille au poignet. Et aussi qu'il y avait du sang dans la voiture d'Angelo. En faisant des recherches, on espérait que ça inciterait Gina et Gary à parler de l'enquête et qu'ils diraient si on cherchait au bon ou au mauvais endroit. On espérait avoir des indices sur l'endroit où chercher. Comme s'ils s'étaient entourés de précautions, Gina et Gary n'échangent aucune confidence compromettante au téléphone. Par contre, la réflexion d'Helen Miller disant mal supporter la situation intrigue suffisamment les policiers pour qu'ils décident de l'interroger. Madame Miller, si vous voulez bien, on va commencer. Dites-nous simplement ce que vous savez, s'il vous plaît. Gary est venu me voir jeudi dans la nuit, à 1h30 environ. Et il m'a demandé de surveiller les enfants parce que Gina s'était coupé le bras. Gary l'a conduite à l'hôpital. Je ne vois pas ce que je peux vous dire d'autre. Comment s'est-elle coupée? Elle m'a dit que c'était Angelo qui l'avait coupée. Elle a dit pourquoi? Ils s'étaient disputés. Comment se fait-il que la première fois qu'on vous a parlé le 6 juin, vous nous avez dit que vous avez su pour la blessure vers 5h30, 6h quand vous êtes allé aux toilettes? Elle m'a demandé de dire ça. Vous savez pourquoi? Pas du tout. Gina a-t-elle tué Angelo? Pas que je sache. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre.
Parce que vous semblez avoir des doutes? Ils sauront que j'ai dit quelque chose? Tout ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il s'est passé, d'accord? Je sais, mais je ne veux pas qu'ils sachent que j'ai dit quelque chose. L'affaire est très sérieuse et je crois que vous en savez plus que vous ne voulez bien le dire. Je ne sais pas quoi dire. Tout ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous savez. Angelo est mort. Comment vous le savez? Gary lui a tiré dessus. C'était où? Dans la caravane. La caravane de Gina et Angelo? Oui. Vous étiez présente? Certainement pas. Vous avez entendu des coups de feu? Non, Comment vous savez que Gary lui a tiré dessus? parce qu'ils me l'ont dit. Qui ça, il? Gina et Gary. Vous avez une idée d'où le corps peut se trouver? Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Je vous jure que si je savais, je vous le dirais. Je sais que j'ai eu tort de les couvrir, mais je... Ça va, je comprends. Je ne sais pas pourquoi je me suis laissée embarquer dans tout ça. J'aurais dû éviter ça. Après avoir obtenu ces informations, on a arrêté Gina et Gary et on les a inculpés de meurtre. Dans la famille, on était tous très choqués que Gina soit arrêtée. Je ne pensais pas qu'elle était capable de tuer quelqu'un. Je ne voulais pas y croire. On se disait que si Gina n'était pas heureuse avec mon frère, elle n'avait qu'à le quitter. Pourquoi le tuer? Je ne comprends pas. Cet après-midi, Gina Agostinelli et Gary Lewis sont comparus au tribunal devant le juge Brown. Pour s'opposer à la liberté sous caution, l'assistant du procureur Graham Smith a expliqué que la police craignait que Gary Lewis ne s'en prenne à leur témoin le plus important, une femme. Il a ajouté que l'accusé pourrait toucher le corps de M. Agostinelli qui n'a pas encore été retrouvé. Depuis l'annonce du meurtre, les recherches se sont intensifiées. Les enquêteurs ainsi que de nombreux agents de police de la ville ont passé au peigne fin la décharge de Millicent. La décharge de Millicent rejoint le parc national et les bouchers ont une clé de cette décharge. Ils peuvent y accéder n'importe quand et avoir accès à la fosse. Gary est boucher. Il a accès à cette zone et il la connaît. Il était donc possible qu'Angelo ait été abandonné dans la décharge ou dans la fosse à déchets, mais nos recherches n'ont pas été fructueuses. On a décidé d'interroger à nouveau Helen Miller pour voir ce qu'elle savait d'autre, ou si elle nous cachait des choses. On a appris que Gary n'avait pas tué Angelo avec une arme à feu, mais qu'il l'avait poignardé. C'est au moment où Gary poignardait Angelo que Gina s'est pris un coup de couteau au poignet. L'affaire est sur le point d'être bouclée. Gina Agostinelli et Gary Lewis sont accusés de meurtre et maintenus en détention. Mais reste aux policiers à déterminer la part de responsabilité qui incombe à chacun. Pour cela, ils doivent savoir où le cadavre d'Angelo a été déposé pour pouvoir procéder à une autopsie, tout simplement. Dans un premier temps, Gina accepte de collaborer. Puis, elle se rétracte. Fort heureusement, Gary Lewis accepte d'indiquer l'emplacement exact où gît le corps. On est allé dans les broussailles, on s'est frayé un chemin sur environ 5 mètres et là, on a trouvé le corps. Il était recouvert de brindilles et de branches, mais il était toujours visible. Après avoir enlevé les branches et les brindilles du haut de son corps, on a pu voir qu'il portait un pull avec les mots « Lakeside, Delhi » écrit dessus. Et à ce stade, on était quasiment certain qu'il s'agissait bien du corps d'Angelo Agostinelli. Alors que le corps d'Angelo est transporté à la morgue, la police commence à interroger Gary Lewis. Je crois que vous avez quelque chose à me dire ce matin en rapport avec la disparition d'Angelo Agostinelli. C'est bien ça, Gary? C'est ça. La police va ensuite découvrir d'autres secrets, et peut-être un autre meurtre.
Le corps de la victime a été découvert à 10 mètres du sentier dans le parc national de Canunda, près de Millicent, à 11 heures. Bien que l'identification officielle n'ait pas encore été faite, la police n'a aucun doute sur le fait qu'il s'agit du propriétaire du camping âgé de 33 ans. Alors que les enquêteurs attendent les résultats de l'autopsie, Gary Lewis se livre totalement et explique à la police qu'il a été manipulé pour commettre ce meurtre. Je suis allé à l'épicerie un soir et il y avait une longue file d'attente. Il engueulait Gina. Il avait souvent des sautes d'humeur. Il se plaignait tout le temps pour des tas de choses. Il s'en prenait toujours aux enfants. C'est à ce moment-là qu'on est devenu très proche avec Gina. Tout ce que je sais, c'est que je voulais seulement aider Gina. Il expliquait qu'il s'était rapproché peu à peu de Gina et qu'elle répétait sans cesse qu'elle voulait qu'Angelo meure. Ce qui est arrivé la nuit où Gina l'a fait venir dans sa caravane. De quoi avez-vous parlé avec Gina, vous vous souvenez? Elle voulait que je le tue ce soir-là. Vous êtes allé dans la caravane? Oui. Dites-moi ce que vous avez vu à l'intérieur. Angelo était allongé sur le lit. Elle est allée dehors. Je suis resté dans la chambre. Je ne savais pas quoi faire. Ensuite, elle est revenue dans la caravane. Je me suis excusé et elle est retournée dehors encore une fois. J'étais pris au piège. Il s'est réveillé et Gina est arrivée juste à ce moment-là. Il a essayé de se lever du lit. Il est tombé et il s'est cogné la tête sur le bord de la table de nuit. Ensuite, Gary nous a dit qu'ils avaient emmené Angelo dehors, qu'ils l'avaient mis à l'arrière de la voiture et qu'ils avaient roulé vers l'hôpital pour le soigner. Et pendant le trajet, Gina insistait pour qu'ils finissent le travail. Et que disait Gina? Elle me criait dessus. Pourquoi? Pour que je le fasse. Elle voulait que je le tue pour elle et pour les enfants. Elle me harcelait. Même quand on s'est arrêté et qu'on l'a sorti de la voiture. Vous vous rappelez où c'était? Non, sur le bord de la route. Il voulait sortir pour vomir. D'accord. Et ensuite, dites-moi ce qui s'est passé. Gina a commencé à me crier dessus pour que je le fasse. Elle insistait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste tendu la main avec un couteau et j'ai senti un craquement. Je n'oublierai jamais sa voix. Il criait « Pourquoi tu me fais ça ?» Combien de fois vous l'avez poignardé? Juste une fois. Il pense que c'est à ce moment-là qu'il a également coupé le bras de Gina. Gary raconte ensuite à la police qu'il a mis Angelo dans le coffre de la voiture et qu'il l'a transporté dans un endroit où il a ensuite traîné le corps dans les broussailles. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez une liaison avec Gina? Non. Comment vous définiriez votre relation avec Gina? On est très bons amis. Rien de plus? C'est arrivé seulement une fois ou deux depuis toute cette histoire. Quoi donc? On a couché ensemble. Les résultats de l'autopsie pratiquée sur le corps d'Angelo révèlent que, contrairement à ce qu'a prétendu Gary Lewis, la victime a été lardée de coups de couteau et non pas frappée à une seule reprise. Cette information donne un tout autre éclairage sur le mode opératoire du meurtrier. D'après l'autopsie, 3 côtes ont été entaillées du côté gauche, ainsi qu'une partie du ventricule gauche du cœur. Ce qui est important, c'est que toutes les blessures étaient du côté gauche de la poitrine. Et elles correspondaient à l'emplacement des marques de coups de couteau dans le t-shirt. Le pull, quant à lui, n'avait qu'une seule marque. Ce qui veut dire que l'assassin l'a ôté avant de poignarder la victime.
Il est possible qu'il ait donné un ou plusieurs coups après la mort, peut-être après avoir déplacé le corps. Nous avons également découvert une importante blessure à la tête. La blessure est tellement profonde que ça ne peut pas être dû au fait qu'Angelo se soit cogné la tête sur la table de nuit. L'assassin s'est servi d'une arme. Pour avoir fait des dégâts comme ça, c'était certainement un marteau, mais un peu plus gros, comme une masse. En ce qui concerne le déroulement des événements cette nuit-là et le moment où la victime a reçu les coups de couteau, on peut seulement faire des spéculations. Je pense que Gary essayait de minimiser son rôle le plus possible dans cette affaire. Il y avait une part de vérité dans ce qu'il disait, mais à chaque fois, il essayait de diminuer sa part de responsabilité. En effet, Gary raconte aux enquêteurs que Gina essaye de tuer Angelo depuis des mois et que la femme qui les a dénoncés, Helen Miller, fait également partie du complot. Helen Miller écrasait des comprimés parce qu'elle faisait souvent à manger pour eux. Et elle mettait la poudre dans des gâteaux ou dans d'autres plats qu'elle préparait pour Angelo. Qui vous a dit ça? C'est elle. Vous dites qu'il y avait une sorte de complot entre Helen et Gina pour empoisonner Angelo? C'est tout ce que je peux en conclure, si elle mettait des médicaments dans sa nourriture. On est allé voir Hélène et on lui a dit qu'elle était impliquée dans le meurtre. Elle a avoué qu'elle avait fait des choux à la crème, qu'elle avait écrasé 18 comprimés et qu'elle les avait mis dans 6 choux pour essayer de tuer Angelo. Mais la machination ne s'arrête pas là. Gary mentionne également la participation du fils d'Hélène, Adrian, dans les tentatives de meurtre contre Angelo. Son fils est allé à Melbourne une fois pour acheter de la drogue. La police interroge Adrian et il admet que c'est la vérité. Gina lui a donné 400 € pour le faire, mais une fois là-bas, il a décidé qu'il ne voulait plus être mêlé à ça. Ça allait trop loin pour lui. Il a décidé d'acheter les amphétamines. Ils en ont donné à Angelo, mais ça n'a pas vraiment eu d'effet sur lui. Je crois qu'il a juste eu un petit peu mal à la tête. Adrian a également raconté que Gina lui avait dit de façon directe qu'elle ne se contenterait pas de la moitié, qu'elle voulait tout. C'est-à-dire les maisons qu'ils avaient à Adélaïde et l'argent des assurances-vie d'Angelo. Hélène nous a aussi dit que Gina avait mis des médicaments dans le plat d'Angelo la nuit où il a été tué. La police scientifique procède à une analyse toxicologique du corps de la victime. Les analyses ont révélé un faible taux d'un médicament appelé diazépam. Le diazépam est vendu sous différents noms, le plus connu étant le Valium. Adrian et Helen Miller sont inculpés de complicité de meurtre, mais ils ont encore beaucoup de choses à raconter à la police. À notre grande surprise, l'affaire prenait encore un nouveau tournant. On a découvert qu'il y avait peut-être un second meurtre. Lorsqu'Angelo Agostinelli disparaît, la police ne se doute absolument pas que 4 personnes sont impliquées dans son meurtre. On pensait que seulement 2 personnes étaient impliquées. Puis une 3e personne est arrivée et maintenant une 4e. Cette 4e personne, Adrian Miller, déclare maintenant à la police que Gary Lewis a tué un autre homme. À notre grande surprise, l'affaire prenait encore un nouveau tournant. D'après ses déclarations, un étranger surnommé Bluey passait en ville. Et Gina et Gary lui ont demandé de tuer Angelo contre 600 €. Bluey a apparemment demandé plus d'argent. Le ton est monté entre lui et Gary l'a tué. Bluey aurait été tué dans la maison où Gary vivait avant d'habiter au camping. Adrian a dit à la police qu'il était allé dans la maison et qu'il avait vu une grosse tache sur le tapis.
Donc, quand les enquêteurs se sont rendus sur les lieux, ils ont pu le confirmer. Mais la tache avait été nettoyée avec des produits chimiques, donc les traces de sang étaient assez difficiles à trouver. Ils ont aussi trouvé un matelas d'eau déchiré. Adrian a dit que Gary avait tué Bluey et l'avait mis dans un matelas déchiré, qu'il l'avait sorti et enterré tout près de l'endroit où Angelo avait été retrouvé. On a inspecté le matelas, on a fait des tests et il y avait très peu de sang. Le sang n'appartenait à aucune des personnes impliquées dans l'affaire. Alors, à qui appartenait-il? On a également retrouvé un morceau de papier dans la maison avec les mots « Gina, 600 €. Ce qui renforçait notre idée que Bluey existait bel et bien. Je suis allé revoir Gary en prison et je lui ai parlé de Bluey. Bluey n'existe pas. Je l'ai inventé. Quand Hélène et Adrian se sont mis d'accord pour se débarrasser d'Angelo, j'ai senti la pression commencer à monter. La seule chose que j'ai trouvée, c'était d'inventer Bluey. Vous leur avez dit autre chose sur ce que vous avez fait du corps? Oui, je leur ai dit que j'avais abandonné le corps sous le pont. Et vous avez mis le corps sous ce pont? Non. Bluey n'existe pas. Il existe seulement là. Dans votre tête. C'est ça, dans ma tête. Pourtant, la police pense que Bluey existe bel et bien. Les habitants de Millicent ont parlé d'un étranger qu'ils avaient remarqué en ville. La police fait des recherches sous le pont où son corps est peut-être enterré. On est allé là-bas avec beaucoup de monde. Il y avait des gens qui pompaient l'eau avec des camions, des gens qui creusaient. Il y avait même des plongeurs de l'équipe de police d'Adélaïde. Ils ont dû plonger dans 1 mètre d'eau trouble et noire et se frayer un chemin le long des canalisations. Mais malgré des recherches approfondies, nous n'avons rien trouvé. Vous êtes sûr qu'il y a un corps? On en est absolument convaincus. Et en quoi est-ce lié à l'affaire Agostinelli? Comme je l'ai dit, ce n'est pas un lien direct avec la mort d'Angelo, mais il y a tout de même un rapport. Vous êtes déçu de ne pas avoir trouvé le corps hier? Oui, on est très déçus. Parce que toutes les informations qu'on a eues jusque-là se sont avérées exactes. Mais apparemment, ce n'est pas le cas pour celle-là. Pour quelle raison, selon vous, le corps ne se trouve pas à cet endroit? Quand le corps a été déposé là, le fond du canal était sec. Mais depuis, l'eau a monté de plusieurs mètres, donc le corps a pu être déplacé. Malgré les recherches, la police ne retrouve pas de corps. Mais elle trouve un objet intéressant. On a trouvé une grande masse sous le pont, qui était très probablement l'arme qui avait servi à frapper Angelo la nuit où il a été tué. Mais ça n'a jamais été prouvé. 9 mois après la disparition d'Angelo Agostinelli, sa femme et Gary Lewis passent en jugement pour meurtre. Mais le procès est brusquement interrompu. À la 2e semaine de procès, ils ont voulu passer de non coupable à coupable. Et je pense que c'était principalement à cause des preuves accablantes qu'on avait accumulées contre eux. Et aussi à cause des preuves fournies par Hélène et Adrian Miller. Gina Agostinelli et Gary Lewis ont été condamnés conjointement à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle pendant 20 ans. Après avoir fait appel du jugement, leur période de détention a été réduite. Ils pourraient être mis en liberté conditionnelle en 2011. Comme Hélène et Adrian Miller ont accepté de fournir des preuves, leurs peines ont été réduites. Hélène a été inculpée d'entrave à la justice et de tentative d'empoisonnement. Elle a été condamnée à 4 ans de prison et elle a fait 1 an avant d'être mise en liberté conditionnelle. Adrian a été condamné avec sursis. Juste avant le début du procès, la jeune femme de Tantanoola a été retrouvée pendue chez elle. Les enquêteurs ont conclu à un suicide. Le corps de Bluey n'a toujours pas été retrouvé. D'autres informations concernant cette extravagante affaire ont été glanées au fil des interrogatoires des condamnés. Ainsi, les policiers ont-ils appris qu'Hélène Miller avait essayé d'empoisonner son voisin à 3 reprises. 2 fois avec les médicaments que s'était procuré son fils à Melbourne, la 3e avec des produits destinés aux animaux fournis par Lewis. Les policiers
ont également eu connaissance d'une première tentative d'assassinat. En février 1994, Gary Lewis avait entraîné Angelo sur le bord d'une falaise où il l'avait roué de coups avec l'intention de le précipiter dans le vide. Miraculeusement épargné, Agostinelli était allé se réfugier quelques jours dans sa famille à Adélaïde. Et puis, il avait inexplicablement repris sa vie conjugale avec Gina. Le cas du mystérieux Bluey est plus troublant encore. S'agit-il d'un personnage inventé comme le prétend Gary Lewis? Ou est-il la victime d'un second meurtre qui n'aurait jamais été élucidé? Le témoignage des habitants de Millicent signalant la présence d'un étranger en ville, les traces de sang découvertes sur le matelas et le billet sur lequel était écrit 1 000 $ de la main de Gina tendent à prouver que cet homme a bel et bien existé. Dans ce cas, les comploteurs l'auraient éliminé sans autre forme de procès. Ainsi se termine cet étrange épisode. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur cette antenne pour une prochaine enquête impossible.